Lorsque nous parlons de composés ioniques, comment se fait-il que certains atomes qui deviennent des ions vont se regrouper ensemble pour faire de nouvelles substances? On va parler de cela aujourd'hui. Mais pour commencer, c'est important de regarder et de revoir les diagrammes de Rutherford, de Bohr-Rutherford. Voilà. Donc, si je viens ici, nous allons voir que lorsqu'on a nos dessins de Bohr-Rutherford ici, on peut voir que l'hydrogène ici a un électron sur le dernier niveau d'énergie. Même chose avec le lithium et le sodium. Nous avons ici sur la même rangée, donc la même période, nous avons qu'il y a un électron sur le dernier niveau, deux sur le deuxième. Et ici, on va sauter au beryllium avec le groupe 13, avec 3 électrons sur le dernier niveau. Donc ici, on appelle ça la couche de valence, voilà. Ici, pour le carbone, on a 4 électrons de valence sur la couche de valence. Sur l'azote, on a 5 électrons de valence sur la couche de valence. L'oxygène en a 6, le fluor en a 7 et le néon en a 8 ici. Donc, j'aimerais rappeler quels sont les deux buts de la matière. Lorsqu'on parle d'atome, l'atome veut deux choses dans la vie. La première, c'est le même nombre de protons que d'électrons. Et ensuite, il veut avoir la couche de valence pleine d'électrons. Donc, je vais écrire ceci ici et on revient. Alors, lorsqu'on regarde nos dessins, nos diagrammes de Bohr-Rutherford, on peut voir que dans la dernière colonne ici, ce sont des éléments qui sont super contents parce que les deux buts sont satisfaits. Pour l'hélium ici, il y a 2 électrons sur le dernier niveau, sur la couche de valence, pour un maximum de 2 électrons qui peuvent y être. Pour le néon, on peut mettre jusqu'à 8 électrons, et devinez quoi? Il y a déjà 8 électrons, et en plus, il y a le même nombre de protons que d'électrons. Pour l'argon, même chose, on a ici 18 protons, 18 électrons, c'est fantastique, et le dernier niveau d'énergie est plein. Donc, on a ici les gaz nobles qui sont super contents juste à exister, ils sont très, très stables. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on a les autres ici? Ces autres atomes, qui ici pour le lithium a 1 électron sur la couche de valence, ici le bore en a 3, et ici le fluor en a 7. Donc, bien sûr, on va être capable d'avoir le dernier niveau d'énergie plein parce que si on regarde tous ces dessins, tous ces diagrammes de Bohr-Rutherford, ils ont tous le même nombre de protons que d'électrons. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir. Donc, si on prend le sodium ici, qu'est-ce que le sodium pourrait faire pour pouvoir avoir sa dernière couche de valence pleine? Il y a 2 options. Il peut ajouter 7 électrons ou pourrait enlever un électron comme ceci. Donc, j'ai la petite main ici. Si je mets la petite main, je cache un électron. On peut voir que le deuxième niveau d'énergie devient maintenant la couche de valence et elle est pleine. Pour le magnésium, même chose. Si je mets ma petite main ici et je cache les 2 électrons, on peut voir que maintenant, le magnésium aurait 8 électrons sur la couche de valence. C'est beaucoup plus facile de laisser aller 2 électrons que d'ajouter 6 électrons pour avoir un dernier niveau d'énergie comme l'argon. Par contre, si on prend le chlore ici et on regarde, on a déjà 7 électrons de valence. Donc, est-ce que c'est plus facile d'enlever 7 électrons de valence ou ajouter un électron juste ici? Et c'est ça qui est intéressant avec les non-métaux ici, c'est qu'eux vont vouloir avoir ou obtenir 1 ou 2 électrons supplémentaires. Comme ça, ils vont pouvoir satisfaire le deuxième but. Alors ici, on a ce qu'on appelle les métaux qui vont donner des électrons, et ici, on a les non-métaux qui vont recevoir les électrons. Maintenant, si on prend le lithium ici, qui va laisser aller un électron, ça veut dire qu'il y a 3 protons et donc 2 électrons. Le lithium finit donc avec une charge ionique de 1+. Si on prend le bore ici, qu'on enlève 2 électrons, on se retrouve donc avec le beryllium qui a une charge totale de 2+, parce qu'il y a 4 protons et 2 électrons. Même chose avec le magnésium, si on enlève 2 électrons ici, il y a 12 protons et 10 électrons. Ça veut dire qu'il y a plus de positifs, donc magnésium 2+. Nous allons prendre un instant et on va regarder que ressemblerait un tableau ionique, un tableau périodique, si au lieu d'utiliser les diagrammes de Bohr-Rutherford, on utilise les symboles avec les charges. Donc, donnez-moi un instant, je vais l'écrire pour vous. Alors, si on prend un instant et on regarde, on peut voir que nous avons les métaux qui sont ici,
alors, les métaux qui sont ici et l'hydrogène, et ici, on peut voir qu'ils ont pour la première colonne un positif comme charge parce qu'ils avaient tous un électron de valence sur le dernier niveau. Pour le beryllium, on a le magnésium ainsi que le calcium. Nous avons 2 plus comme charge parce qu'il y avait 2 électrons sur la couche de valence, donc 2 négatifs ont quitté. Donc, pour ceux-ci, lorsqu'on compare les protons et les neutrons, on se retrouve avec une charge ici globale de 2 positifs. Même chose pour le bore et l'aluminium. Ici, on avait 3 électrons sur la couche de valence. En ce qui concerne ici les non-métaux, on peut voir ici que le sodium et le phosphore avaient ici 5 électrons sur la couche de valence. Ça veut dire qu'ils ont absorbé ou se sont appropriés 3 électrons pour compléter le dernier niveau, donc une charge 3 négatif. L'oxygène et le soufre, eux, avaient 6 électrons sur la couche de valence, donc ont obtenu 2 électrons de plus et donc une charge ici globale de 2 moins. Et ici, on a le fluor et le chlore avec une charge ici négative parce qu'ils ont, lorsqu'on prend un diagramme de Bohr-Rutherford qui a le même nombre de protons et d'électrons, il y a 7 électrons sur le dernier niveau. Et donc ici, il manque un électron pour compléter le dernier niveau. L'hélium, le néon et l'argon ici ont une charge de 0 parce que eux, comme je mentionné tout à l'heure, ils ont le même nombre de protons que d'électrons et la couche de valence est pleine. Donc ça, c'est fantastique. Donc ça ici, on utilise cela pour les 20 premiers éléments. Ça fonctionne très bien. Les charges positives sont toujours pour les métaux. Si on peut rajouter ce mot, ça serait intéressant. Et lorsqu'on a des charges négatives, nous avons ici les non-métaux. Maintenant, certaines personnes vont dire, oui, mais que se passe-t-il avec le carbone et le silicium? Si on regarde ici et qu'on retourne sur notre tableau, on peut voir que ici, ce qui est intéressant avec le carbone, c'est qu'il y a 4 électrons ici de valence et le silicium ici a aussi 4 électrons de valence. Ça veut dire qu'eux peuvent soit donner 4 électrons ou recevoir 4 électrons. Donc, c'est un cas spécial, on va en parler lorsqu'on va discuter des composés moléculaires. Maintenant, si on retourne sur notre tableau, on va regarder ici des choses intéressantes parce que les métaux qui ont maintenant une charge, sauf bien sûr l'hydrogène qui est un gaz, les métaux qui ont une charge positive sont des ions positifs. Qui sont aussi appelés des cations. Et si on va de l'autre côté, on a les non-métaux, qui eux sont des ions négatifs et ils ont un nom qu'on appelle les anions. Les ions négatifs, anions, comme cela. C'est fantastique. Maintenant, ce qui est intéressant, nous avons ici des ions négatifs qui sont des anions. Vous voyez, le petit mot revient souvent. On a les ions positifs qui sont des cations. On a encore ici les 3 petites lettres. Ça veut dire que si on prend un métal qui est un ion et un non-métal qui est aussi un ion et qu'on les met ensemble, parce que n'oubliez pas que les charges positives et les charges négatives s'attirent, on pourrait aussi dire que le magnésium, lorsqu'il a laissé aller 2 de ses électrons, devinez où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés pour s'associer avec des non-métaux. Et voilà. Donc ici, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut les organiser. Alors ici, je vais donner quelques exemples et on en parle dans un instant. Alors ici, je vais regarder 3 exemples pour des composés qu'on appelle ioniques. Pourquoi c'est des composés ioniques? Parce qu'on base ces nouveaux composés qui sont des substances pures avec des ions. Alors ici, à la fin, nous allons obtenir un oxyde de magnésium, MgO comme cela. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? On a ici 2 charges positives qui vont avec 2 charges négatives. Les charges s'annulent, donc ça devient neutre. Tout va bien ici. On a ici le magnésium et le chlore. Voyons voir si je peux changer de couleur. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une charge de 2 plus pour le magnésium et une charge de 1 moins pour le chlore. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est que
C'est comme un petit chassé-croisé comme ceci avec les charges. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Mg. Et ici, on a un négatif qui va devenir ici notre 1. Et on a ici le chlore qui aura le petit 2 juste ici. Alors, ce qui est intéressant, si nous avons un 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Et donc, on obtient ici un chlorure de magnésium qui est MgCl2. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 chlores ici? Parce que le magnésium a 2 électrons qu'il va donner et le chlore a ici un électron nécessaire. Donc, on a besoin de 2 chlores qui vont recevoir chacun un électron et on a ici notre magnésium qui peut être seul avec celui-ci. Donc, voici un composé ionique. Nous avons ici le sodium et l'azote. Lorsqu'on regarde les charges, nous allons faire un chassé croisé. On a donc ici Na3, N1 comme cela. Puisqu'on n'a pas besoin d'écrire le 1, nous allons avoir quelque chose comme ceci. Chaque sodium ici aura un électron de valence qu'il va donner, et donc on a besoin de 3 sodiums pour pouvoir satisfaire les besoins de 3 électrons de notre azote ici. Et on obtient ici notre nitrure d'azote. Donc ça ici, ça nous donne les nouveaux mots. On a ce qu'on appelle des... Il manque de la place. Alors ici, on a 2 mots qu'on va ajouter. Le premier mot, c'est ce qu'on appelle des composés ioniques. Ici, on a encore le petit mot qui contient le mot ion. Donc, un composé ionique est une matière, est une substance pure qui existe et qui est fait de quoi? C'est fait d'ions. Donc, si on regarde ici, on a un ion de magnésium et un ion d'oxygène qui fait un composé ionique. Un ion de magnésium et 2 ions de chlore pour faire un composé ionique qui est le chlorure de magnésium. On a ici un ion ici de... Voilà, c'est un plus ici. Un ion, on a besoin de 3 ions de sodium et un ion d'azote. Lorsqu'on les met ensemble, ça va former un composé ionique. Et la relation, la connexion qui fait que des ions se connectent ensemble pour s'associer et donner un composé ionique, on appelle ça des liaisons ioniques. Donc, dans l'oxyde de magnésium ici, il y a une liaison ionique qui prennent 2 ions pour former un composé ionique. Dans ici le chlorure de magnésium, on a 3 ions, un ion positif et 2 ions négatifs, qui ensemble vont se lier avec une liaison ionique ou avec des liaisons ioniques pour former un composé ionique qui est le chlorure de magnésium. Ici, on a 3 ions de sodium et un ion d'azote. Ensemble, ils vont se connecter. Donc, cette idée de transfert d'électrons, c'est des liaisons ioniques pour former quoi? Pour former un composé ionique. Et donc, ça, j'espère que ça groupe en idée. Non. J'espère que ceci vous donne des idées à savoir qu'est-ce que c'est une bonne revue pour les ions. Et maintenant, qu'est-ce que c'est un composé ionique et une liaison ionique. Alors, sur ce, si vous avez des questions de clarification, mettez vos questions dans la section clavardage. Je suis toujours ici pour répondre à vos questions. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le lien à une autre vidéo de science et on se voit là dans un instant.